Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment excité puisqu'aujourd'hui, je vous présente un nouveau leurre qu'on a créé avec Jérém et je vous propose dans cette vidéo de réaliser les vôtres vous-même. Et ce nouveau leurre, le voilà. Donc on a appelé ça un jigging tail. On a appelé ça un jigging tail puisque ça ressemble à un jigging rap par le corps et derrière, ça a une petite queue en fibre. Alors je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, mais bon, j'allais pas appeler ça une queue à dandiner. Donc on a appelé ça un jigging tail, c'est plus facile pour la suite de la vidéo, mais bon, vous appelez ça comme vous voulez. Alors comment j'ai eu l'idée de ce leurre? Simplement, je pêche beaucoup avec ce genre de leurre que vous connaissez, des jigging wraps. Donc c'est un leurre qui est très efficace toute l'année sur les percidés, surtout cendres, perches, même si ça prend de tout. Et là, l'automne dernier, je pêchais avec ça, donc je faisais pas mal de poissons. Et puis quand l'eau est descendue en dessous de 12 degrés, 10 degrés, c'est vraiment un leurre qui perd en efficacité. Et un jour, je faisais mes dérives, donc j'animais mon jigging wrap au-dessus du fond. Je vois des perches qui réagissent sur le fond, qui décollent un peu, qui regardent. Je prends pas une touche, alors je refais une dérive, mais cette fois-ci sans animer du tout le jigging wrap, donc juste en dérivant au-dessus du fond, 20 cm au-dessus du fond. Et là, j'ai les perches qui montent et qui se pendent tout seuls dessus. Je me suis dit, voilà, l'eau elle est froide, les poissons ils sont plutôt inactifs. Et pour les décider, il ne fallait pas animer. Donc l'idée, c'était de créer un leurre équivalent, donc vraiment une petite taille, une petite bouchée, mais qui va émettre des petites vibrations sans l'animer. Et c'est pour ça qu'on a créé le jigging tail. Donc voilà, c'est un leurre qui reste parfaitement à l'horizontale dans l'eau. Et simplement, sans l'animer, les fibres, elles vont bouger à l'arrière, ce qui va envoyer un petit signal. De toute façon, quand on voit une ablette, un vif dans l'eau, ça vibre pas de haut en bas comme un jigging wrap. C'est vraiment des vibrations fines. Et donc, c'est vraiment l'idée ici. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous l'avez déjà vu, mais j'ai déjà fait quelques sessions de test avec et j'ai toujours fait du poisson avec, j'ai fait beaucoup de poissons avec. Donc c'est vraiment un leurre qui est très efficace en ce moment quand les eaux sont vraiment froides, 4 degrés. Donc là vraiment on vous propose un truc dont on est vraiment fier parce que c'est vraiment un truc qui fonctionne vraiment très bien. Donc j'ai dessiné un schéma du leurre, j'ai envoyé ça à Jérém, il a créé un contre-moule en 3D que vous avez déjà vu dans une autre vidéo comment il l'a réalisé. Et à partir de ça, j'ai créé un moule, voilà, pour couler les jigging tails dedans en plomb. Comme d'habitude sur ma chaîne, le but c'est vraiment de partager, de vous permettre de les réaliser vous-même. Donc moi c'est pas mon but d'en faire le commerce. Donc ma seule récompense au final c'est que vous likiez la vidéo, que vous partagiez. Surtout que là ce genre de vidéo ça demande énormément d'heures de boulot. Je sais pas, on doit être à 100 heures de boulot entre le boulot de Jérém et le mien. Donc voilà, si vous pouviez liker la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous allez retrouver dans la description le lien vers le fichier 3D pour imprimer le contre-moule. Alors pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, il y a des sites qui permettent d'imprimer en 3D si vous leur envoyez le fichier. Et Jérém a proposé d'imprimer quelques moules et de vendre quelques moules. Alors voilà, il va en faire quelques-uns. Il faut savoir qu'un moule comme ça, pour l'imprimer, ça tourne la nuit, c'est 6-7 heures d'impression. Donc voilà, il va pas pouvoir en faire 50 non plus. Mais vous pouvez toujours prendre contact avec lui sur Messenger et vous arranger ensemble, voir s'il peut vous imprimer le contre-moule. Et maintenant j'ai assez parlé, la vidéo va déjà être assez longue, c'est parti pour le tuto complet. On se retrouve à l'atelier puisque j'ai récupéré les deux empreintes du futur moule que Jérém a bien réalisé, franchement du super travail. Et donc maintenant on va passer à la réalisation du moule en question et on va espérer que ça colle bien. Pour réaliser le moule en lui-même, il vous faudra donc un silicone RTV haute température, voilà, avec son catalyseur qui va lui permettre de durcir les empreintes du moule en question. Un petit gobelet en plastique pour faire le mélange, une seringue pour prendre le catalyseur et le peser précisément, et une balance justement pour peser puisqu'il va falloir calculer environ 5% du poids du silicone avec le catalyseur pour qu'il durcisse effectivement. Et pour travailler, moi j'utilise des gants puisque le silicone est ultra collant et quand vous en avez sur les doigts c'est une galère pour s'en débarrasser, et puis du papier essuie-tout. Alors c'est le même principe que sur les vidéos des têtes plombées, donc je vais procéder exactement de la même façon. Je vais commencer par remplir mes demi-moules avec de l'eau pour calculer la quantité de silicone qui va être nécessaire en volume. Donc voilà, je remplis un ras-bord dans mon verre, hop, je recommence. Puisque j'ai deux demi-moules, donc il va me falloir deux fois la quantité. Hop, j'essaie de ne pas en mettre la moitié à côté. Sans trembler, voilà, j'en ai mis la moitié à côté, ça c'était sûr. Donc voilà, ça ce sera la quantité exactement nécessaire de silicone pour remplir mes deux demi-moules.
Il y a des pertes puisque comme il est ultra collant, il va coller aux parois du verre et on va en perdre un petit peu, donc je vais prendre un petit peu plus en quantité. Je pense que je vais me mettre à peu près, je pense qu'on aura ça de perte, donc je vais me mettre à peu près là. Voilà, pour être sûr. De toute façon, c'est la fin du pot, donc en même temps, là, je suis pas à l'économie près. Il faut déjà bien mélanger l'intérieur de ce pot avant de le mélanger avec le catalyseur. Donc on va aller là-dessus. Il a encore une bonne consistance. Je sais pas si on le voit là, mais voilà. Une fois qu'il sera bien mélangé avec l'huile de silicone, là, ça devrait être pas mal. Je vais venir remplir jusqu'à ma marque à peu près. J'espère que j'ai assez de produit. C'est vraiment la fin du pot. Ouais, ça va le faire largement. Alors comme d'habitude, c'est ultra visqueux, ça continue à couler une fois qu'on a remis le pot à l'endroit, donc il faut y aller avec délicatesse sur la fin. Donc là j'ai 273 grammes, donc je vais enlever mes gants. Donc 273 grammes, on va calculer 5% de 273 grammes, donc ça vous savez faire, hein, normalement. Calculatrice, 273. Merde, j'ai mis du silicone sur le téléphone, non ça va. Divisé par 100, ça fait 2,73. Bon, ça c'était facile, j'aurais pas besoin de le calculer. Et on va multiplier par 5, ça fait 13,65. Donc on va prendre 14 grammes. 14 grammes de produit. Donc 14 grammes de produit. J'ai dû percer un trou dans le capuchon du catalyseur puisqu'il est... J'arrivais plus à déboucher le bouchon de sécurité. Voilà, donc là j'ai mes deux produits que je vais mélanger. Et donc là va falloir pareil bien mélanger. Il ne va pas falloir hésiter sur le mélange pour que ce soit bien homogène et que le silicone prenne bien partout uniformément. Allez, c'est parti. Je vais verser mon catalyseur. Une fois que j'ai versé mon catalyseur, je viens mélanger. Donc on va essayer de mélanger ça. C'est quand même bien rempli, donc on va espérer que je ne fasse pas n'importe quoi. Ça devrait le faire. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Et maintenant, je vais venir verser mon mélange dans mes moules. Donc un fin filet dans un coin du moule. Voilà, qui devrait remplir tout seul tous les petits interstices du modèle. Qu'on laisse couler d'une certaine hauteur. Comme ça, on le voit avec un fin filet comme ça. Il ne devrait pas y avoir de bulles. Pardon, excusez-moi, chat dans la gorge. Il ne devrait pas y avoir de bulles qui se forment dans le produit en lui-même. Et donc comme il va couler lentement comme ça et se répartir lentement, il devrait vraiment tout recouvrir, tous les détails. On voit il y a quelques petites bulles qui remontent. Voilà, on est presque bon pour le premier. On va le laisser se niveler tout seul. Et on va attaquer le deuxième. Viser partout. Et on va passer sur le deuxième. On enchaîne direct. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. Voilà le résultat, on a exactement ce qu'il fallait obtenir. Donc on va laisser ça polymériser 24 heures et puis on va démouler ça demain. Ça fait 24 heures qu'on a coulé notre silicone dans les moules, donc on va pouvoir passer au démoulage. Alors j'ai gardé le reste de silicone dans le pot, hein, et on le voit, il a bien durci, donc ça fait mon témoin comme quand je fais un vernis pour les cannes. Voilà, on voit qu'il est bien pris. Bon là c'est tout fin, mais du coup ça se décolle tout seul, mais voilà, pas de souci. Donc ça c'est très bien. J'en avais fait vraiment 10 fois trop. Et je sais que pour les vidéos des têtes plombées, certains m'avaient envoyé des messages en me disant qu'ils avaient eu un peu de mal à le décoller. Il faut y aller doucement, normalement ça se décolle tout seul. Si vraiment vous avez peur, vous pouvez toujours mettre un peu de vaseline avant de couler votre silicone dans le moule. En le chauffant avec un décapeur thermique, une fine couche de vaseline, ça va bien s'étaler partout. Là je ne l'ai pas fait, ça devrait se découler tout seul. Il suffit d'y aller délicatement. Donc normalement vous voyez, en tirant un peu dessus, alors je ne sais pas ce que je filme en même temps, vu que je le fais en même temps. Mais en passant, en tirant légèrement sur les bords, comme il est un peu élastique, on arrive déjà à décoller les pourtours. J'ai jamais eu de soucis en démoulant un moule.
fait un peu redondant quand je le dis, mais donc voilà, là je décolle, vous voyez les bords. Puis ensuite avec un couteau, là je vais commencer avec un couteau à bourron, puis je vais aller chercher tout doucement, je vais essayer de m'insérer en tirant justement sur les côtés, voilà. On va essayer de décoller ça. Hop, donc il faut y aller doucement, délicatement, en essayant de ne pas le déchirer. Là je sens qu'il s'est déjà décollé du fond, donc voilà, on y va. Tranquillement comme ça, par étapes. J'essaye de filmer en même temps que je le fais, mais c'est pas facile. Voilà, tac, vous voyez. C'est nickel. Franchement, c'est top. On a une super empreinte, il n'y a rien qui se déchire, ça se décolle tout seul. Il reste vraiment plus rien dans le moule. J'espère que la mise au point se fait bien. Et voilà, j'ai sorti mes deux moules. Donc je sais pas si on se rend bien compte de la qualité à l'image, mais c'est vraiment parfait. Il n'y a aucune bavure, il n'y a rien du tout. Que ce soit sur la première partie ou la deuxième partie. Et puis alors, si on emboîte nos deux parties, on a les petits ergots là, les petites boules, tac, qui viennent se mettre l'une dans l'autre. Là, il n'y a pas un jour, hein, c'est vraiment... c'est parfait. Pour couler le plomb, je me sers d'un pot à fusion Lee, donc pour moi c'est le plus pratique. Voilà, je le branche, je règle ma molette à peu près sur 5, ça va jusque 10 crans de chauffe sur 5 à peu près, c'est la bonne moyenne, jusqu'à ce qu'il soit assez fluide. J'ai une manette, je soulève la manette, ça coule, donc c'est vraiment l'idéal. Après, vous pouvez le faire autrement, si vous avez une gazinière, si vous avez un réchaud de camping, une casserole, une louche à plomb, ça marche aussi très bien, pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention. Si on chauffe trop le plomb, c'est là qu'il va dégager des vapeurs et c'est là que ça peut être toxique. Donc avec ce genre d'appareil, on a une chauffe qui est quand même contrôlée. Donc là, on a moins de risque d'intoxication. Je vais quand même ouvrir la fenêtre. De toute façon, il faut travailler idéalement à l'extérieur. Là, on est en plein hiver, en plein mois de janvier. Donc il fait... enfin, on est fin janvier, donc il fait 0 degré dehors. Donc je ne vais pas le faire dehors. Et puis idéalement pour travailler, pour éviter vraiment les vapeurs, vous pouvez utiliser un masque FFP3. Donc on parle beaucoup des masques avec le Covid, FFP1, FFP2. Et il y a le FFP3 qui va filtrer les vapeurs de plomb. Donc pareil avec ce genre de pot à fusion, vous n'avez pas de risque dans l'absolu de vous brûler si vous ne faites pas n'importe quoi. Après si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez utiliser des gants en cuir pour vous protéger les mains aussi. Je vous montre ce qu'il vous faut pour le moule définitif, donc c'est le matériel dont vous aurez besoin. Au niveau des hameçons, j'utilise les VMC 9147, donc ici j'ai les Black Nickel, je les trouve mieux que les BZ, les bronzés, voilà, ils sont un peu plus durs, ils sont un peu plus durs à ouvrir, ils rouillent un peu moins, ils sont un peu plus chers. Donc voilà, faut compter une dizaine d'euros pour 100 hameçons, bon ça reste largement raisonnable. Donc il vous faut du numéro 2 pour le moule en taille 10 grammes et 15 grammes, et il vous faut du numéro 1 qui va rentrer pile poil dans le modèle qui fait 19 grammes, 20 grammes. Et il vous faut des rollings ici, donc des rollings qui fassent, vous voyez les carrés font 1 cm là sur mon tapis de découpe, donc qui font à peu près 1 cm de long. Donc ici ils m'ont marqué numéro 10. Donc voilà, c'est la bonne taille. Bon, s'ils font 12 ou s'ils font 8 mm, ça va rentrer, hein, ça juste à peu près dans le moule. Alors pour disposer vos hameçons et votre émerillon dans le moule, il faudra simplement rajouter un petit scotch ici sur le petit emplacement où vient se loger le bas de l'émerillon rolling pour pas qu'il bouge après dans le moule. Ensuite pour la disposition c'est assez simple, vous prenez votre hameçon, vous enfilez votre rolling dans l'hameçon comme ceci jusqu'à l'angle à 90 degrés ici de l'hameçon. Vous venez glisser la boucle du bas de l'hameçon sous votre scotch. Donc c'est beaucoup plus facile à faire quand on n'est pas obligé de le faire devant la caméra. Voilà, vous replacez bien votre hameçon. Voilà, comme ceci. Une fois que tout est en place, je vais mettre mon demi-moule par-dessus, voilà, délicatement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre 2 petites planches en bois de chaque côté. Hop, voilà. Et je viens avec une pince, un clan comme ça, enserrer les deux côtés pour venir couler. Voilà, le moment de vérité, on va voir si ça fonctionne.
Là c'est vraiment la première coulée et j'ai oublié de mettre du talc dedans. Il faut mettre du talc normalement. Ah, longtemps que j'ai pu couler. C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Je mettrai du talc pour protéger le moule ensuite. Faut mettre du talc, je vous montre ça après. On va déjà voir ce que ça donne sur la première coulée. Tac, je vous déplace un peu, on attend un petit peu. Donc là le moule il s'écarte un peu, hein, c'est normal hein, avec la coulée du plomb. Tac. Hop. Ouh, ça a l'air pas trop mal. Hop, on vient attraper ça. On trempe dans l'eau. Et voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Là c'est ce que je vous disais, de ne pas oublier de faire, de ne pas oublier de mettre du talc. Voilà. Dans le moule, ça va éviter de cramer le silicone. Donc simplement un petit peu. Donc j'avais fait ça sur mes autres moules à TP que j'avais déjà fait en silicone. Et franchement ils sont encore nickel après plusieurs dizaines de TP de coulée. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit peu de talc et puis avec un pinceau vous venez bien étaler le talc partout. Ça va protéger de la chaleur le silicone et éviter de le faire cramer, même si c'est du silicone haute température. Il chauffe et au bout d'un moment il risque de se dégrader aussi, donc on va essayer de préserver la durée de vie des moules le plus longtemps possible. Donc toutes les 2 coulées vous remettez un petit coup de talc comme ça, une petite couche. Comme Jérém a bien bossé, vous voyez, je mets une aiguille dans les œillets de l'hameçon. Ils se tiennent parfaitement à l'horizontale. Donc ça pique pas du nez, ça pique pas de la queue. Ça va bien pêcher. Le centre de masse est bien respecté au niveau de l'insert de l'hameçon. Donc c'est nickel. Une fois que j'ai coulé toutes mes séries de jigging tail ici, je vais passer à la décoration. Alors moi ce que je vais vous montrer c'est ma technique, je suis pas un expert en décoration, donc j'ai jamais fait de peinture à l'aérographe, etc. sur des leurres, sur du craft de leurre. Donc moi je vous montre comment je procède, je vais vous montrer ça un peu en accéléré, en vous expliquant les étapes en voix off de ce que je vais filmer. Donc je pense que là il y a 10 000 façons de faire aussi, donc là c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec le matériel que vous avez ou dans quoi vous voulez investir. Pour la peinture des leurres, moi ce que je vais utiliser c'est de la peinture en bombe, donc voilà ça vient de chez Cultura, c'est de la Montana Gold. Donc j'ai différents coloris que j'avais déjà, d'autres que j'ai racheté. Vous voyez il y a des coloris chrome ici, coloris vraiment gold, gold brillant chrome, gold, du orange pour faire des tags fluo. Donc ça c'est ce que je vais utiliser, c'est sûrement plus facile avec un aérographe, vous pouvez le faire aussi au pinceau, voilà, donc ça c'est vraiment à vous de voir. Ensuite j'utilise des yeux 5 mm, donc les espacements qu'on a créés sur le leurre sont faits pour des yeux de 5 mm. Donc voilà, différents types de yeux que j'avais déjà pour les têtes plombées, donc on a repris les mêmes dimensions. La première étape c'est que je viens protéger mes hameçons pour éviter de les peindre et d'avoir à les nettoyer après avec un bout de scotch. Première étape de la peinture, je vais sous-coucher tous mes leurres en blanc, donc là avec la Montana couleur blanc. Ce sera ma couleur de base et puis je vais garder cette couleur blanche pour le ventre des leurres, puisqu'on va essayer d'être le plus imitatif possible et en général que ce soit gardon, ablette, perche, ils ont tous l'abdomen blanc. Donc on travaille dans un local bien aéré, sinon vous allez vite avoir mal à la tête et puis on y va par petites couches comme ça, petite pression de chaque côté, ça va vite. Pas trop près, pas trop loin du leurre. Et je viens les mettre à sécher une fois qu'ils sont peints sur une petite tige devant un chauffage portatif. Vu qu'il fait 11 degrés dans l'atelier, là ça fait pas de mal non plus. Et puis ils sèchent très vite, comme ça quand j'ai fini toute ma première couche, les premiers sont secs et je peux attaquer les deuxièmes couches de peinture. Au bout de 10-15 minutes, on peut déjà passer à la deuxième couche. Donc celui-là, je vais le faire en fire tire. Donc je vous montre un peu toutes les étapes. Après, vous ferez les coloris que vous voulez. Donc là, je passe sur un orange fluo, voilà, UV. Et donc je vais laisser le ventre blanc, je vais venir simplement sur les côtés mettre un petit coup d'orange. Voilà, donc là on le voit. J'ai fait les côtés et le ventre reste blanc.
Une fois que la couche de orange est sèche, je viens poser mon petit jigging tail sur le carton, puis je vais passer aux rayures pour faire un coloris perche. Donc j'ai découpé ici le pattern dans une feuille en plastique, dans un couvercle en plastique. Donc je viens le poser dessus, simplement, et puis avec ma bombe de peinture, je fais 2 passages, un troisième peut-être, hop, et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais le laisser sécher et puis je ferai pareil de l'autre côté. J'ai mon premier côté qui est fait, je vais venir faire le deuxième. Donc de la même façon, je viens poser mon petit jigging tail ici, appliquer mon cache dessus avec mes rayures, hop. Je fais 2 passages de bombe. Et voilà. Et ce que je vais venir faire tout de suite, c'est que je vais venir foncer le dos comme un vrai vif, qui a le dos foncé au final, une vraie perche ou un vrai gardon. Donc je tiens mon leurre comme ça, et je vais venir faire un coup de bombe sur le dos, d'assez loin, pour éviter de couvrir les rayures. C'est pas parfait sur le dos, c'est pas une bombe Montana que j'ai pour le noir, mais j'ai peur que si je remets un coup, je recouvre tout en noir. Je vous montre ce que ça donne avec une bombe Montana qui envoie vraiment des fines gouttelettes. Donc voilà, là j'avais fait en vert, et on voit bien le dos, il est parfait. J'ai mon petit jigging tail ici, la peinture est sèche, ça sèche assez vite, c'est pas facile à dire, hein, au toucher. Et je vais venir simplement avec de la super glue ici, voilà, et l'aide d'une aiguille. Donc je prends une petite goutte que je viens déposer dans la cavité orbitale. Voilà, donc une toute petite goutte. Je viens prendre un œil. C'est des yeux en 5 mm. Et je viens déposer mon œil dedans. Donc c'est des yeux autocollants, mais il vaut mieux rajouter une petite goutte de super glue. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà le résultat. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Franchement, je le trouve magnifique. On va passer au vernis maintenant, c'est la prochaine étape. J'ai tous mes jigs qui sèchent, là vous voyez, il y en a quelques-uns, il y en a une petite trentaine. Donc si vous faites beaucoup de jigs et que vous faites étape par étape, ça va relativement vite à faire. Là pour en arriver à ce stade-là, il m'a fallu peut-être 3 heures, 4 heures du coulage jusqu'à la peinture. Maintenant je vais tous les vernir. Après pour faire toutes les queues, c'est un peu plus long par contre. On passe ensuite au vernissage des jigging tails. Alors là il existe plein de solutions, je ne les connais pas tous. Alors si vous êtes crafter de leurre, vous avez sûrement des meilleures solutions que moi. Donc moi je vous montre quelques solutions ici, après vous choisissez celle que vous voulez, moi je vous explique laquelle j'ai choisi et pour quelle raison. Alors il y a le vernis marin, ici, voilà, que vous trouvez chez Brico, Casto, machin, vous trempez votre leurre dedans, ça laisse une couche dessus, vous le laissez s'égoutter. J'ai essayé, je vous le déconseille, alors c'est compatible avec la peinture. Par contre, au bout d'une session, 2 sessions, ça pèle un peu comme une peau, ça pèle et le vernis s'en va, donc ça franchement c'est pas terrible. Ensuite, il y a le vernis en bombe de la même marque que la peinture, donc vernis Montana ici. Ça, c'est pas mal, mais il faut faire 3-4 couches de vernis en bombe pour avoir un résultat avec une belle petite couche protectrice, bien brillant. Donc ça, c'est pas trop mal. Ensuite, le mieux, je pense, ce qui est le mieux, c'est le vernis à ligature, donc Flexcoat, Procoat, etc. Donc bicomposant, vous mélangez, vous appliquez au pinceau. Le seul problème, c'est que c'est un vernis qui va rester coulant, donc il faut faire tourner vos jigging tails pendant 6 heures minimum pour éviter qu'il y ait des gouttes qui se forment et pour que ça fasse une belle couche uniforme. Et comme là j'en fais 30 d'un coup, je peux pas laisser les 30 tourner, j'ai pas le matériel pour, moi j'ai un seul tour pour faire les cannes, donc c'est 6 heures par l'heure, on n'a pas fini avec ça, mais par contre ça concrètement c'est ce qui va vous donner le plus beau résultat, le plus transparent, celui qui va le moins jaunir et le plus résistant dans le temps. Et alors moi ce que j'utilise du coup c'est de la résine UV, voilà, résine UV, ici c'est de la résine UV en grosse quantité trouvée sur Amazon pour des bricolages de perles, de machins, de trucs à la base. Et je me sers de ça aussi pour faire mes nymphes quand je fais des nymphes en plomb peint, quand je pêche en nymphes. Et c'est relativement résistant, ça tient bien, ça jaunit pas trop, ça se met facilement en œuvre. Donc pour moi c'est la meilleure solution pour faire plein d'heures d'un coup comme ça, et je vais vous montrer comment je procède avec ce produit. Donc ça c'est pareil, hein, ça se trouve en gros pot comme ça, je sais pas combien ça fait, 400 ml.
sur Amazon. Je crois que j'ai dû payer ça une vingtaine d'euros. N'allez pas acheter un vernis spécial pêche JMC UV. C'est exactement la même chose, sauf que vous avez payé 10 fois le prix, quoi. Donc achetez ça en gros sur Amazon, comme ça, et ça va très bien. Pour vernir avec la résine UV, il va falloir la résine UV, un pinceau, un sèche-cheveux ou une source de chaleur, briquet, etc., lampe à alcool, et une lampe UV. Voilà, une lampe UV, pareil, vous trouvez ça sur Amazon ou n'importe. On va en faire un ensemble. Je vous préviens tout de suite, la mise au point risque de déconner en cours de route, mais bon, je fais ce que je peux avec la caméra que j'ai. Donc voilà, je le fixe dans un étau à mouche, donc qui est rotatif. Si vous n'avez pas d'étau à mouche, voilà, la mise au point. Si vous n'avez pas d'étau à mouche, vous pouvez le fixer dans une pince, etc. Et je viens déposer donc des gouttes bien dessus. Mise au point, mise au point. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc je viens déposer des gouttes dessus. Donc une bonne quantité quand même. Sur mon petit jigging tail. Voilà. Et alors, ça risque de goûter un peu à côté. Et ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau, je viens étaler mon vernis UV. Donc sur tout le long de mon leurre, bien le répartir partout. J'essaye de contrôler ce que je fais et contrôler que la mise au point se fasse bien. Ça a l'air d'aller à peu près. Donc voilà, je répartis ma couche de résine UV tout le long du corps. Donc ça ne fait pas baver la peinture, c'est aussi ça l'avantage, que souvent il faut bien vérifier la compatibilité entre votre vernis et votre peinture. Mais bon, là ça pose pas de souci, donc j'en mets bien partout. Ça n'a pas besoin d'être parfait puisqu'on va le chauffer au sèche-cheveux et ça va le fluidifier et le répartir bien partout. Puisque c'est un vernis qui ne sèche pas tout seul, qui sèche vraiment qu'avec des rayons UV. Donc voilà, une fois que j'en ai mis à peu près partout, je prends mon sèche-cheveux et je viens chauffer gentiment ça. Là, on a notre résine qui va devenir vraiment fluide et puis qui va couler. Donc on peut, si on le tient à la pince, on le fait tourner. Si on le tient dans l'étau à mouche, c'est plus pratique. On le fait tourner aussi. Et puis cette résine, on va venir la fixer avec la lampe UV. Voilà, donc je viens la fixer avec la lampe UV. Directement, comme ça elle ne va plus couler du tout, elle va prendre tout de suite. Alors il faudrait le laisser longtemps à la lampe UV pour qu'il prenne complètement, qu'il soit plus poisseux au doigt. Donc ce que je fais moi, plutôt que de le laisser longtemps sous la lampe UV comme ça, je les suspends et je les mets au soleil pendant une après-midi ou dehors en tout cas, et avec les UV de la lumière naturelle du soleil, ça va permettre à la résine de bien prendre et de ne plus être poisseuse. Et voilà, c'est tout. Donc là je vous le montre à la caméra, ça prend un peu plus de temps, mais sinon en 1 minute, 2 minutes, vous avez verni votre petit jigging tail. Dernière étape sur les jigging tails, on va passer à la réalisation de la queue. Donc simplement ici des fibres et puis une petite ligature. Et alors pour cette étape, il va vous falloir un étau à mouche, une bobine fil avec un porte-bobine. Moi ici j'utilise du 3.0. Voilà, c'est un fil qui est un peu plus épais et qui tient bien, qui résiste bien pour faire ce genre de ligature. Une paire de ciseaux, un vernis pour faire tenir la ligature à la fin. Et puis il va vous falloir des fibres. Et alors au niveau des fibres, les possibilités sont infinies. Alors moi, pour ne pas m'éparpiller partout, j'ai utilisé du bucktail que vous voyez là, dans lequel je rajoute un petit peu de tincelle brillant. Voilà, je ne sais pas si on le voit ici. Mais dans l'absolu, tout est possible. Alors vous le voyez, j'ai des fibres. Je monte pas mal de mouches, donc j'ai des fibres pour des streamers. J'ai toutes sortes de fibres. On pourrait faire ça que en tincelle brillant. Ici, j'ai un sachet avec toutes sortes de fibres de toutes les couleurs. Enfin voilà, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc on pourrait vraiment s'éparpiller, faire ça en marabout, faire ça en poil de lapin. Donc après, c'est à vous de voir. Vous faites encore une fois comme vous voulez, vous adaptez votre recette. J'ai la caméra entre moi et l'étau, je vais essayer de vous montrer ça. Donc ça va pas être évident de nouveau filmer. Donc je viens avec mon fil, mon porte-bobine. Je viens simplement faire déjà 2 tours pour bloquer mon fil. Voilà, 1 tour, 2 tours. Donc, le but c'est de ne pas trop charger en fil. On a laissé un petit espacement pour pas que le fil puisse glisser et que votre bucktail se barre par la suite. Bon, on va essayer de pas trop charger quand même. Ensuite je prends une pincée de bucktail, donc ici je vais le faire en rose UV. Je laisse dépasser à peu près 4-5 cm la longueur du corps derrière. Puis je viens le bloquer avec mon fil derrière. Alors, le bucktail c'est un peu raide, donc il faut
c'est pas toujours facile à ajuster, on l'ajuste et puis on répartit les fibres bien autour. Ça sert à rien d'en mettre une grosse pincée, hein. Le but c'est que dans l'eau ça soit vivant et que ce soit subtil, hein. C'est pas, pas en train de faire une Miura Smouse là ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc là je fais mon premier tour, je fais un deuxième tour pour le bloquer. Ensuite je retourne mon leurre dans l'étau rotatif et puis je vais venir faire le dos. Donc je viens déposer une autre pincée de fibre. Donc là cette fois-ci, moi j'aime bien jouer sur les contrastes, hein, comme sur un vif naturel, donc avec le dos plus foncé. Donc je viens mettre une fibre de bucktail naturel sur le dos, couleur brun. Voilà, je fais pareil, un tour, deux tours. Donc on répartit bien les fibres autour de l'hameçon. Et ensuite pour ajouter un côté brillant, je viens enfiler un tinsel sur mon fil. Tac, que je viens bloquer ici une fois d'un côté, voilà, il est plié en deux. Ok, je refais un tour. Donc là il est coincé dedans. Je le rabats pour abattre toutes les fibres derrière. Voilà. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Je prends de nouveau un tinsel que je viens coincer sur mon fil à ligature de l'autre côté. Voilà, donc il dépasse à l'arrière et à l'avant. Je viens serrer. Et au moment de passer derrière, je vais rabattre mon tinsel de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est trop clair ce que je vous explique. Voilà, comme ça tout est rabattu sur l'arrière. Je viens finir par un ou deux enroulements supplémentaires. Donc une fois que j'en suis à cette étape-là, je viens terminer avec des demi-clés. Donc je fais une boucle, je croise, je repasse dans l'hameçon et les fibres. Voilà, et je viens tendre ça. Donc en général, j'en fais une première. Et ensuite, j'en fais une deuxième. Voilà. Et puis je viens couper à ras mon fil derrière. Donc quand j'en suis là, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une petite goutte de vernis sur une aiguille. Voilà, donc un simple vernis à ongles que je vais venir déposer là où j'ai fait mes demi-clés pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, donc comme ça là, je suis sûr que mes demi-clés ne vont pas se défaire parce que le bucktail c'est quand même assez rigide, donc c'est assez délicat. Ensuite, donc du coup j'ai mes boucles de tinsel là à l'arrière que je vais venir séparer. Tac, je vais en avoir deux. Hop. Voilà. Et puis je vais venir tailler tout autour mon bucktail pour le couper à ras de la ligature. Donc voilà, on lui fait une petite coupe de cheveux, comme chez le coiffeur. Le plus à ras possible. Une fois que j'ai fini de le tailler, je viens déposer donc une goutte de vernis UV dessus. Voilà. J'essaie de ne pas travailler comme un cochon. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon bref, c'est pas grave, j'ai la caméra qui me gêne devant. Et après, simplement, donc mon vernis, je viens l'appliquer avec une aiguille tout autour. Bien prendre les fibres qui dépassent sur toute la ligature. Et puis un petit coup de lampe UV. Là je sais pas, ça rend pas bien la caméra, mais on le voit, hein, c'est du bucktail UV, hein, couleur rose, il flash bien. Un petit coloris UV comme ça sur les persillés, c'est toujours une valeur sûre, hein, de rajouter un petit tag, d'avoir un petit coloris, petite pointe d'UV sur un leurre, ça marche bien. Dernier truc qu'on n'a pas fait, on n'a pas libéré les anneaux du vernis, donc pour ça je me sers d'un petit réchaud. Je viens chauffer une aiguille, je viens la chauffer au rouge. Avec mon aiguille chauffée au rouge, je rentre dans l'anneau. Et donc là on libère tout de suite l'anneau, c'est beaucoup plus facile que de le faire avec une aiguille sans la chauffer ou avec une lame de scalpel ou n'importe. Là vraiment quand c'est chaud, ça rentre dedans comme dans du beurre. Et alors pareil pour le rolling en dessous. Parce que le but d'avoir un rolling, c'est qu'il puisse tourner librement pour éviter les décroches. Donc on fait pareil. Je rentre dedans. Première fois. Je rechauffe mon aiguille. Je rentre dedans. Là, je le fais tourner. Une fois qu'il est bien chaud. Voilà. Comme ça, on a vraiment l'effet anti-décrochage. Quand c'est monté sur un rolling, c'est quand même
mieux pour éviter les décrochés. Et au niveau de l'hameçon ventral, donc sur les 10 grammes et sur les 15 grammes, j'utilise du numéro 12. Donc là, vous voyez, c'est des caperlans. Et alors, ce que je fais pour pousser le truc vraiment jusqu'au bout, je rajoute une plume en marabout avec un bout de tincelle dessus que je ligature pour ajouter un signal en plus. Mais bon, ça vous faites comme vous voulez. Un petit anneau brisé. Puis vous accrochez ça sur le rolling en dessous. Là, vous le voyez, c'est déjà fait sur celui-là. On arrive à la fin de la vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, c'était un peu long, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir un tuto complet. J'espère que ça vous a plu. Néanmoins, je vais essayer de faire rapidement une deuxième vidéo avec le test des leurres au bord de l'eau pour vous montrer que quand même, c'est vraiment un leurre très efficace. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est un peu ma seule récompense et puis ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!